Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour l'épisode numéro 53 de Ensemble Impactons Demain Éducation. Alors aujourd'hui, on va aborder notre dernière partie, notre troisième épisode et dernier épisode sur le développement de l'enfant, les axes de développement, etc. On a parlé principalement des grandes théories qui font qu'aujourd'hui on a cette vision que nous avons du développement de l'enfant. On a également parlé des différents axes du développement de l'enfant à l'exception de celui par lequel je vais commencer aujourd'hui, à savoir le développement éthique et moral. Et ensuite de ça, je te partagerai des conseils pratico-pratiques qui te permettront de soutenir le développement de ton enfant en fonction de son âge et de l'étape de développement dans laquelle il se trouve. On terminera cet épisode par des ressources, des livres, des podcasts, des sites internet qui me semblent vraiment être des ressources intéressantes si tu as envie d'aller creuser le sujet. Ces ressources-là viendront s'ajouter aux ressources que je t'ai déjà mises dans les épisodes précédents, le 51 et le 52, les ressources que tu avais dans la description de ces épisodes et les ressources que tu auras bien sûr dans la description de celui-ci qui ont servi à construire cet épisode. Voilà, c'est parti, on y va et on attaque tout de suite avec le développement éthique et moral de l'enfant. Alors, le développement éthique et moral, par qui il a été mis en lumière, je dirais, il a été mis en lumière par un psychologue américain qui s'appelle Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg, il a établi un modèle, une théorie, disons, du développement moral dans les années, entre les années 60 et les années 80. C'est vraiment lui qui a dominé, je dirais, la psychologie de la morale, de manière générale, jusqu'à la fin des années 80. Aujourd'hui, son modèle est toujours très important, mais il est pas mal critiqué. Et entre autres, il est critiqué par une personne qui est assez connue, qui s'appelle Carol Gilligan, qui est également une psychologue, c'est une féministe, qui a écrit deux livres vraiment intéressants. Je te les mets dans la description parce qu'ils sont vraiment chouettes et je t'invite à aller les lire. Alors, c'est pas directement lié à l'éducation, mais ils sont quand même super intéressants. Ça s'appelle Une voie différente pour une éthique du care et le deuxième s'appelle Pourquoi le patriarcat ? Et en fait, cette personne, Carol Gilligan, elle nous dit que Lawrence Kohlberg, il met trop l'emphase sur la valeur de justice à l'exclusion d'autres valeurs morales telles que, par exemple, le care, le prendre soin. Et qu'ainsi, il sous-évalue finalement la moralité des femmes. Et c'est pourquoi elle a écrit 2 ouvrages pour remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dirait. Voilà un petit peu pour les critiques. Mais pour autant, ce modèle de Kohlberg, qui est inspiré de celui de Jean Piaget, en ce sens que c'est également un modèle par étape, par palier, comme ça, il garde toute son importance aujourd'hui. Kohlberg, c'est quelqu'un qui a enseigné à Chicago, qui a enseigné à Harvard. C'est vraiment un pionnier dans l'étude du développement moral. Et il a identifié plusieurs étapes dans ce développement qui, pour lui, va d'une compréhension basique de la moralité qui est basée d'abord sur les récompenses et les punitions, qui était la forme d'éducation la plus courante au moment où il a effectué ses recherches. Et donc, de cette moralité basée sur les récompenses et les punitions, on avance gentiment pour aller vers des niveaux plus avancés où chaque individu pense en termes de principes éthiques plus larges et de justice sociale. Il a classé en fait le développement de la morale comme ça en 3 étapes, en 3 niveaux
qu'il a ensuite subdivisé en 2 parties, et ce qui nous donne au final 6 stades de développement moral. Donc, je ne vais pas te détailler tous les stades de manière très très précise, je te mets dans les ressources, mais je vais te les citer histoire que tu saches un petit peu de quoi il s'agit, et je te les résumerai en une phrase pour qu'on aille assez vite sur la suite de l'épisode. Donc, le premier niveau, c'est ce qu'il a appelé la moralité préconventionnelle ou la prémoralité. En fait, cette moralité préconventionnelle, elle est caractérisée par une perception des règles qui est limitée uniquement par l'égocentrisme. Les règles, elles sont extérieures à l'enfant et il les perçoit à travers, en l'occurrence à l'époque, la punition et la récompense. Mais de manière plus large, on pourrait dire qu'il les perçoit à travers son éducation. Ça, c'est le premier niveau. Et ce premier niveau, il a été divisé, comme je te disais, en 2 stades, le stade 1 et le stade 2. Ensuite, on passe au niveau numéro 2, qui est la moralité conventionnelle. Là, la moralité conventionnelle, c'est typique des adolescents et des adultes, en fait, qui, et plutôt même plus des adultes que des adolescents, mais disons que l'adolescent tend vers cette moralité-là, c'est de raisonner d'une façon conventionnelle qui consiste à juger de la moralité des actions en les comparant aux opinions et aux attentes de la société. Mais chez l'adolescent, ça va être en les comparant aux opinions et aux attentes du groupe auquel il appartient. Très souvent, il va avoir une moralité qui va se rapprocher de celle de son groupe d'attachement pour ensuite évoluer vers cette modalité très conventionnelle que l'adulte peut avoir et que la grande majorité des adultes ont, qui est de se fier aux opinions et aux attentes générales de la société. Cette moralité conventionnelle elle est vraiment caractérisée par une acceptation, on va dire, des conventions de la société pour définir ce qui est bien et ce qui est mal. Et à ces stades-là, à ce niveau-là, une personne, elle obéit aux règles, elle suit les normes de la société, et même si il n'y a pas de conséquences pour l'obéissance ou la désobéissance, en fait. Et le respect de ces règles et de ces conventions, c'est un petit peu rigide de manière générale, mais la pertinence ou l'équité, elle est rarement remise en question. Je sais pas, je peux te donner un exemple. Tu vas avoir dans la majorité des cas, et tout dépend le pays bien sûr et la culture, etc. Comme je te le dis tout le temps, les généralités, il y a toujours des exceptions. Mais les règles de circulation, tu vas les respecter de manière générale. Traverser au rouge, tu ne vas pas le faire. Enfin voilà, il y a des règles comme ça qui vont faire que tu appliques des règles, des règles conventionnelles. Et puis tu vas voir des gens, par exemple, si je reprends l'exemple du passage au rouge, le passage piéton, tu as des gens qui vont, même s'il n'y a personne, qu'il n'y a aucune voiture qui est là, vu que le feu pour piétons est rouge, ils ne vont pas traverser. Et puis tu en as d'autres qui vont vérifier, qui vont regarder et qui vont se dire finalement il n'y a rien de mal à ce que je traverse maintenant, il n'y a personne, j'ai bien vérifié partout, et ils vont enfreindre entre guillemets une règle. Ça c'est ce qu'on appelle le troisième niveau un petit peu de moralité. On pourrait en tout cas le rapprocher du troisième niveau qu'a identifié Lawrence Kohlberg. Ce troisième niveau, c'est le post-conventionnel. C'est la moralité post-conventionnelle ou moralité basée sur des principes. La moralité post-conventionnelle, elle est vraiment orientée vers les principes qui se situent au-delà des balises que la société va avoir mises. Kohlberg, il estime qu'il y a 20 à 25% seulement des adultes qui vont atteindre ce troisième niveau et les stades qui composent ce niveau. Les personnes qui se situent à ce niveau-là, elles peuvent désobéir aux règles qui ne sont pas compatibles avec leurs propres principes. Si je reprends, alors c'est quelque chose de très simple, mais si je reprends l'exemple de mon feu rouge, on n'est pas vraiment dans de la morale et de l'éthique, mais tout de même, il y a une règle qui dit on ne traverse pas au feu rouge. Eh bien, une personne qui va vérifier qu'il n'y ait aucune voiture avant, qui va prendre toutes les précautions parce que c'est un grand boulevard et qu'on voit vraiment très très loin et qu'il n'y a, disons, aucun risque pour sa santé, on va mettre ça de côté, d'accord, pour l'exemple. Eh bien, le principe est que, vu qu'elle est en train d'enfreindre cette règle conventionnelle, c'est parce qu'elle s'applique une règle avec ses propres principes qui sont peut-être j'ai ma liberté d'action, je suis assez grande pour prendre mes propres décisions et faire attention à ma propre sécurité et celle d'autrui, et par conséquent, je vais traverser maintenant et il n'y a aucun risque, je sais le juger moi-même et j'accepte d'enfreindre la règle. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple qui peut-être te parlera un petit peu plus, c'est si on prend les personnes qui ont souffert d'oppression, que ce soit l'esclavagisme ou l'apartheid en Afrique du Sud, par exemple. Et puis, tu connais sans doute cette histoire de Rosa Parks qui a été s'asseoir dans un bus qui était réservé pour les Blancs, alors qu'elle, c'était une femme de couleur. Et bien voilà, elle a enfreint une règle parce qu'elle estimait que cette règle-là, elle était injuste. Et ça, eh bien, c'est ce que Kohlberg estime être de la moralité
post-conventionnelle. De manière générale, ces principes, donc les propres principes que tu t'appliques quand tu es dans cette catégorie-là, dans ce niveau-là, ces principes, ils concernent généralement des droits fondamentaux de la personne, comme la vie, la liberté ou la justice. Les personnes qui vont manifester une morale post-conventionnelle, elles voient les règles comme des mécanismes utiles, mais qui sont modifiables. Et idéalement, elles estiment que les règles, elles devraient maintenir l'ordre social général et protéger les droits humains. Et les règles qui ne sont pas impératifs absolus, disons, elles ne doivent pas forcément être respectées, elles doivent être questionnées. Et donc ça, eh bien, c'est le troisième niveau de ce développement éthique et moral. Et comme je te le disais, 20 à 25% seulement des adultes arriveront jusqu'à ce stade-là d'après Kohlberg. Et parmi ce niveau-là, eh bien, il y a, comme pour les autres, deux stades, le stade 5 et le stade 6. Et il nous dit même qu'il y aurait seulement, d'après lui, 13% de la population adulte qui pourrait atteindre le stade 6. Mais il est toutefois difficile, d'après lui toujours, de trouver des gens qui opèrent toujours à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils sont que uniquement dans ce stade-là. Ce qui veut dire que même quand tu vas être dans le stade 6, remettre en question complètement des règles que tu estimes injustes, il y a quand même dans d'autres situations où tu restes dans un stade très conventionnel et donc le niveau 2 de ce développement éthique et moral. Voilà un peu pour les étapes du développement éthique et moral. Concrètement, en fait, dès le plus jeune âge, les enfants ils vont commencer à développer une compréhension de ce qui est bien et mal, souvent guidés par leur éducation. Alors à l'époque, on parlait des récompenses et de la punition. Puis au fur et à mesure qu'ils grandissent, cette compréhension elle devient plus nuancée. Les enfants ils vont commencer à se conformer aux normes sociales, ils vont commencer à comprendre l'importance des règles et des lois. Et puis, vers la préadolescence et l'adolescence, à ce moment-là, ils vont commencer à réfléchir à des principes éthiques de manière un peu plus abstraite, un peu plus complexe. Ils vont commencer à remettre en question même certaines règles, à les évaluer en fonction de principes éthiques ou de principes moraux qui sont plus larges. Et c'est une période où ils sont capables de comprendre des concepts tels que la justice, tels que les droits, tels que la responsabilité. C'est important de noter que même si les enfants ils progressent à travers ces différentes étapes, ils peuvent toujours recourir à des niveaux de raisonnement moraux qui sont plus bas dans certaines situations. Par exemple, même si un enfant, un préadolescent, il comprend des principes éthiques complexes, il peut toujours agir selon des normes sociales pour éviter des punitions ou alors pour obtenir des récompenses dans certaines circonstances. Notre rôle à nous, en tant que parents, en tant que professionnels, c'est de soutenir le développement éthique des enfants en leur présentant des situations qui vont les encourager à réfléchir à des dilemmes moraux, en discutant de principes éthiques, en leur donnant des exemples de comportements éthiques dans la vie quotidienne. Et c'est également hyper important en fait, de se cantonner aussi au stade de développement moral de l'enfant lors de nos échanges, lorsqu'on est en train de communiquer avec lui, en adaptant les discussions et les attentes en conséquence de son stade de développement. Chaque étape du développement global dont je t'ai parlé dans les épisodes précédents, elle est vraiment fondamentale pour comprendre et pour accompagner la croissance de l'enfant. Et donc, chaque période, elle va être marquée par des avancées spécifiques, et c'est le cas dans le développement éthique et moral. Et donc, notre rôle, ça va vraiment être de les accompagner. Alors, l'idée maintenant, c'est plutôt de te dire, ok, on a fini avec le développement global, je t'ai fait le tour des différents axes de développement. L'idée aujourd'hui, c'est de voir comment tu fais pour soutenir chaque étape du développement de l'enfant, de la naissance jusqu'à la préadolescence, avec des conseils pratico-pratiques. Alors c'est parti, on va y aller par tranche d'âge, tranquillement, et puis tu peux prendre des notes, mettre pause si tu le souhaites pour pouvoir noter ce que tu souhaites en fonction de l'âge et des étapes de développement de ton enfant. On y va avec de la naissance jusqu'à environ 18 mois. Durant les premiers mois, c'est vraiment important que tu puisses créer une relation de confiance avec ton enfant, de répondre à ses besoins fondamentaux, le sommeil, le fait d'être nourri, l'alimentation et son besoin affectif qui est vraiment primordial, et d'interagir avec lui. Les sourires, les gazouillis, etc. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba du parent, et de manière générale, tous les parents le font de manière très naturelle. Mais c'était important quand même de le préciser. À partir de 18 mois, il va falloir commencer à encourager, c'est mieux pour son développement, à encourager l'indépendance de ton enfant, tout en restant attentif à sa sécurité et rester présent lorsqu'il a besoin. Tu vas lui offrir des jouets qui sont plutôt adaptés à son âge pour stimuler son développement moteur et cognitif, et tu vas le
féliciter pour tous ses efforts, pour tous les progrès qu'il fait, etc. Ça, c'est vraiment de manière générale. Comment tu peux faire ça comment tu peux appuyer son développement moteur et ses compétences, disons, sensorielles. Il y a plusieurs idées, je t'en donne trois. La première, c'est des activités de transvasement, d'encourager ton enfant à faire du transfert d'objets d'un contenant à un autre. Ça va développer à la fois sa coordination, mais aussi sa dextérité de manière générale. L'aider à manipuler des jeux avec de l'eau, par exemple, verser, remuer, éclabousser, etc. Tout ce qui va favoriser sa découverte sensorielle. Ça peut être aussi des activités avec différentes matières, pas seulement de l'eau, mais d'offrir à ton bébé différentes textures à explorer, du sable, de la terre, des tissus, enfin bref, tout ce que tu peux qui l'aidera à développer son sens tactile. Ensuite, tu peux aussi créer, dans les activités motrices et physiques, tu peux créer des petits parcours moteurs, tu vois, des petits parcours d'obstacles pour encourager la maîtrise de ces mouvements. Ça, par exemple, c'est assez chouette d'utiliser le fait que à cet âge-là, ton enfant il est encore petit, il va avoir du mal à ranger, par exemple, les choses. C'est pas grave, tu prends les objets, puis tu lui fais faire des petits parcours très simples où il doit éviter, puis tu lui fais voir peut-être par l'exemple pour qu'il puisse reproduire ensuite, mais il doit éviter les objets qui sont sur son chemin. Voilà, c'est une idée de parcours très simple à faire à la maison et qui permet de développer un petit peu les aptitudes motrices et physiques de ton enfant. Mettre une chaise sur laquelle il peut grimper et redescendre avec un coussin derrière, enfin voilà, laisse libre cours à ton imagination, mais c'est vraiment d'essayer de lui permettre de lui offrir une exploration qui lui permette de soutenir son développement moteur. Il y a également tout ce qui est les jeux de balles, les jeux de ballon, etc. Pour la coordination œil-main, je t'en ai parlé, ça lui permettra comme ça d'acquérir cette coordination de manière plus rapide que s'il n'est pas confronté à ce genre d'activité. Et enfin, j'aime bien dire que la danse, de manière générale, c'est vraiment une activité qui travaille un peu tout. Ça travaille l'équilibre, ça travaille la coordination, ça travaille l'interaction en général parce que tu vas le faire avec lui. Bref, c'est vraiment une activité qui est assez chouette. En plus, tu fais ça en général en musique. Moi, j'adore ça. Donc, je préconise vraiment la danse pour les enfants. C'est une super activité. Ensuite, il y a toutes les activités, disons, créatives et artistiques, dessin, peinture. Le fait d'encourager ce genre d'activité avec des outils qui sont adaptés à son âge, ça va stimuler la créativité, mais aussi la motricité fine. Un des petits tips que je peux te donner, c'est que dans les institutions petite enfance dans lesquelles j'ai travaillé, on accueillait tout type d'enfants, on faisait de l'inclusion pédagogique, et donc il y avait des enfants avec des retards de développement, des troubles du développement, des troubles du comportement, enfin bref, peu importe. Il y avait parmi eux des enfants qui avaient besoin d'aide pour l'appréhension d'objets. Et lorsque tu fais de la peinture ou du dessin, réussir à attraper ton pinceau ou ton stylo ou ton feutre, ça peut être compliqué pour un tout petit. Une des astuces, c'est que tu prennes par exemple une balle de ping-pong, que tu perces et tu la mets sur le manche de ton stylo. Tu la mets à travers là. Ça va grossir le stylo ou le feutre, enfin bref, et ça va permettre à ton enfant d'attraper plus facilement. Il y a des stylos et des feutres qui sont gros et qui sont faits exprès pour les mains des tout petits, mais tu peux aussi, toi, adapter le matériel finalement avec des petites astuces comme ça, une balle de ping-pong, un bouchon de liège, un rouleau de scotch que tu vas mettre autour, de la mousse, enfin bref, peu importe, pour élargir et faire en sorte qu'il puisse l'attraper plus facilement parce qu'à cet âge-là, c'est difficile d'attraper des choses qui sont trop fines et c'est justement le fait de faire des activités comme ça, de dessin, de peinture, qui vont lui permettre petit à petit de développer toute cette motricité. Une autre activité qui est vraiment très chouette là-dedans, c'est tout ce qui est pâte à modeler, parce que c'est génial pour développer la motricité fine, c'est génial pour stimuler la créativité, et petit bonus pour toi, c'est qu'un enfant qui est très dynamique, qui a besoin de se dépenser, qui a besoin de décharger toute l'énergie qu'il a, eh bien la pâte à modeler, c'est une super activité que tu peux faire en intérieur quand il fait mauvais et que tu n'as pas envie de sortir sous la pluie parce que il pleut trop fort. Je t'invite à sortir sous la pluie, vraiment, mais imaginons que tu ne puisses pas sortir pour X raisons.
mais que ton enfant a besoin de se défouler, la pâte à modeler, c'est vraiment une activité assez géniale parce que ça lui demande une certaine concentration d'une part, mais en plus, il peut vraiment se décharger en termes d'énergie sur cette pâte à modeler et ça se fait naturellement. Donc, je t'invite vraiment à lui offrir quelques boîtes de pâte à modeler si tel est le cas. Ensuite, il y a toutes les activités d'éveil et d'apprentissage, donc que tu connais sans doute, mais tout ce qui est le jeu des objets cachés, je dirais, tu vas aller cacher des objets pour qu'il puisse développer un peu sa mémoire, la compréhension aussi du concept, je t'en ai parlé très rapidement dans l'épisode 51, je crois, de la permanence de l'objet, c'est le fait que pour l'enfant, lorsqu'il ne voit plus les choses, eh bien, elles n'existent plus. C'est une des raisons pour lesquelles il se met à pleurer très très fort quand maman ou papa disparaît, parce que c'est ses êtres chers, et quand il ne les voit plus, eh bien, il n'a pas conscience qu'ils existent toujours. Voilà, bref, je te la fais très courte, hein. Mais ce concept de permanence de l'objet, tu peux le travailler en cachant des choses et en faisant travailler un peu sa mémoire et en regardant si oui ou non il va les chercher. Il y a une partie au tout début où il va pas les chercher, hein, c'est pas important. Mais petit à petit, il va commencer à le faire et ça va développer cette permanence de l'objet. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Les puzzles, bien entendu, tout ce qui est puzzle pour manipuler des petites pièces, mais également associer des formes, des couleurs, tout ça, ça aide à développer la motricité fine, entre autres. Tout ce qui est tri d'objets par couleur, par taille, par forme, bref, l'être humain adore catégoriser, adore trier, et ça permet de développer la logique de l'enfant. Et puis ensuite, de donner des noms et de nommer les choses pour enrichir son vocabulaire. Vraiment, nomme les objets qu'il utilise et que tu utilises et qu'il te voit utiliser, bien entendu. Euh, Qu'est-ce que je peux encore te dire? On est toujours dans cette tranche 0-18 mois, donc tu vois, ça c'est vraiment plein d'activités. Alors certaines, elles peuvent continuer après, hein, mais c'était vraiment l'idée de te donner un maximum d'activités qui correspondent à peu près à cette tranche d'âge. Je vais te donner aussi des activités pour favoriser l'éveil plutôt émotionnel et social de l'enfant. Pour ça, tu as des ateliers par enfant, donc de participer à des activités de groupe pour qu'il puisse développer ses compétences sociales, le mettre dans des institutions préscolaires, dans des crèches, dans des jardins d'enfants, de façon à ce qu'il puisse développer ses compétences sociales, faire des gestes d'imitation, enfin jouer en imitant les gestes, par exemple tu joues avec lui et tu imites tous les gestes qu'il fait pour encourager en fait la communication non verbale de ton enfant. Tu peux faire des activités en plein air également, des promenades, explorer la nature pour qu'il y ait toute cette découverte sensorielle, jouer dans la terre, les feuilles, etc. Et puis, si tu as la chance d'habiter à proximité d'une plage, eh bien, toutes les activités de plage pour le sable, pour l'eau, etc. Attention aux noyades, bien entendu, mais je veux dire, en termes de texture, c'est hyper sympa. Et en plus, ça te permet aussi à toi de prendre un peu du bon temps. Maintenant, il y a également, de manière générale, tu peux accompagner ton enfant, même dans cette tranche d'âge de tout petit, l'encourager par exemple à ranger ses jouets pour développer son sens des responsabilités. L'encourager aussi dans la préparation des repas avec des tâches très très simples. Quand il est suffisamment grand pour réussir à renverser quelque chose, tu lui donnes, je sais pas, tu es en train de préparer une pâte à crêpes, c'est lui qui verse la farine dans le grand saladier. Tu vois, j'en sais rien, ou il mélange, tu lui donnes juste pour qu'il fasse le geste de mélanger. C'est simplement pour lui permettre de participer aux tâches quotidiennes et lui donner un peu du sens des responsabilités et du partage. Tu peux lui confier des tâches qui sont adaptées à son âge, bien sûr, et l'impliquer dans des routines un petit peu comme ça familiales. Et enfin, une activité qui est inévitable, j'ai envie de te dire, et ce, quasiment tout au long de sa vie, eh bien, c'est la lecture d'histoire. C'est vraiment crucial pour le développement du langage et de l'imagination. Alors, il faut choisir des textes qui soient assez courts, en fonction de son âge, des illustrations qui soient attrayantes, etc. Enfin bref, mais de choisir quelque chose d'adapté à son âge et de faire de la lecture avec lui et petit à petit de le laisser lui tourner les pages. Enfin, c'est vraiment une activité qui est géniale et qui va permettre de développer énormément tous les axes de développement. Je te mets bien sûr dans les sources d'autres sources, en l'occurrence sur Bébé Joli, sur Naître et Grandir aussi, ou sur les pros de la petite enfance. Tous ces sites-là, ils fournissent pas mal d'idées sur des activités pour accompagner et soutenir le développement global de ton enfant durant ses premiers mois de vie qui sont assez cruciaux. On passe dans l'étape 2 à 6 ans et là, on va aller plutôt sur des rôles, des jeux avec différentes choses, mais il y aura des jeux d'imitation par exemple. C'est super important dans cette tranche d'âge et tu vas pouvoir encourager ton enfant à imiter des activités quotidiennes, jouer à des jeux de rôle, jouer à la poupée, à jouer au docteur, à jouer à tout ce que tu veux, au pompier, à imiter maman en train de faire du bricolage, à imiter papa en train de faire la cuisine. Tu noteras que intentionnellement,
souvent, je prends des références très stéréotypées et que je les inverse parce que ça fait également partie du développement de l'enfant. Mais je pourrais te faire tout un nouvel épisode sur ce développement stéréotypé de l'enfant dans nos sociétés. Après, au niveau du langage, de parler avec ton enfant, de nommer les objets, de nommer les actions que tu fais, ça enrichit son vocabulaire. Et de manière générale, pour le développement social, de créer des opportunités où il peut aller jouer avec d'autres enfants. D'enseigner aussi les bases du partage, de la coopération, etc., etc. C'est important que tu puisses proposer des activités qui stimulent à la fois sa motricité, son langage, son imagination et sa socialisation. Alors, très rapidement, dans les activités, il peut y avoir des jeux d'imitation, il peut y avoir des jeux d'exploration de l'environnement, il peut y avoir des petits défis de motricité fine comme tourner la page d'un livre ou manipuler des petits objets pour la motricité fine. Au niveau du langage, il y a tout ce qui est conversation, mais comme je te l'ai dit, il y a également tout ce qui est lecture d'histoire pour nourrir son imagination et son langage. Pour développer tout ce qui est imagination, bien entendu, il y a également tout ce qui est jeu de rôle, inventer des histoires avec des figurines, avec les poupées, etc. Et l'encourager à créer comment on dit déjà, des scénarios. Voilà, je vais y arriver. Pour le développement social et émotionnel, il y a tout ce qui est les jeux de balle, par exemple, à deux, pour renforcer tout ce qui est complicité, le développement aussi de comportements, ce qu'on appelle les comportements prosociaux. Il y a aussi tout ce qui est respect de l'autonomie, de laisser ton enfant prendre des initiatives, décider de certaines choses lors des jeux. Ça va vraiment favoriser son autonomie, sa confiance, sa créativité, etc. De manière générale, en fait, félicite ton enfant pour ses efforts. Même s'il ne réussit pas complètement, c'est pas grave. Favorise tout ce qu'il a envie de faire par lui-même. Ça va vraiment valoriser ton enfant et ça va l'encourager à persévérer. Et puis au niveau des activités, il faut que tu les adaptes au niveau de ton enfant pour éviter la frustration et pour maximiser aussi le plaisir partagé. C'est hyper important. De nouveau, je te mets les liens vers des sites qui peuvent te donner encore plus d'informations. On passe à la dernière tranche d'âge, la tranche 6-12 ans, et là, on va être plutôt dans réussir à soutenir l'apprentissage de notre enfant, l'encourager à explorer ses propres intérêts, l'encourager à se poser des questions aussi, l'aider à développer des compétences qui vont être plus de la résolution de problèmes et de penser de manière un peu plus critique. Sur le plan émotionnel, on va continuer à essayer de l'encourager à exprimer un maximum ses sentiments, à développer son empathie envers les autres, et on va lui dire aussi de favoriser des activités physiques de plus en plus régulières, de faire aussi des loisirs créatifs pour développer son développement physique, sa créativité, etc. Et là, les conseils que je peux te donner en allant assez vite, c'est les activités physiques comme le sport, la natation, la danse, les jeux de ballon, etc., qui vont améliorer à la fois la coordination, la force, l'endurance, etc. Proposer aussi des jeux qui stimulent la réflexion et la logique, comme des énigmes, des jeux de stratégie. Il y a des jeux de société aussi qui sont excellents pour développer la patience, l'écoute, l'esprit de compétition, mais saine. Et en plus, ça te fait passer des bons moments en famille. Intégrer aussi des jeux de rôle, des jeux d'expression qui sont bénéfiques pour développer l'imagination et les compétences sociales. Du côté plutôt développement affectif, la communication et l'échange, c'est vraiment ce qui reste le plus important à cet âge-là, mais tout le temps, hein. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus bénéfique pour lui, de discuter régulièrement avec ton enfant, de l'encourager à exprimer ses sentiments et à partager aussi ses expériences, et puis d'accorder aussi, comme je te le disais tout à l'heure, de l'autonomie, de plus en plus d'autonomie à ton enfant, en lui permettant de prendre des décisions et de réaliser des tâches de manière complètement indépendante. Pour le développement social, pas de secret, les activités de groupe, des jeux coopératifs, des activités sportives en équipe, foot, volley, rugby, basket, tous ces jeux d'équipe. Le rugby, c'est vraiment un sport qui est top pour plein de transmissions de valeur. Alors, je suis hyper objectif, vu que j'adore ça. mais voilà, toutes les activités sportives de manière générale qui favorisent le travail en équipe et qui vont renforcer les compétences sociales. Petite blague sur le rugby quand même, c'est valable aussi pour les filles. Il y a des équipes féminines de rugby et ça transmet vraiment des valeurs de tolérance, de respect, d'entraide. C'est un sport qui est assez complet au niveau physique, mais également
au niveau des valeurs qui sont transmises. Voilà, j'ai fini avec ma parenthèse sur le rugby. Pour les compétences sociales, tu peux aussi faire des activités qui vont le responsabiliser dans des tâches de la vie quotidienne. Comme je te disais, à cet âge-là, faire la cuisine avec les enfants, c'est assez génial. Ils adorent ça. Et donc, tu peux vraiment les impliquer dans des activités avec toi pour échanger. Tu peux même allier différentes choses pendant que, je sais pas, moi, tu es en train d'étendre une machine, d'étendre le linge, et tu peux demander à ton enfant de venir avec toi et puis te donner les choses au fur et à mesure. Enfin bref, de partager des moments de la vie quotidienne, ça lui donne un peu de responsabilité, ça lui permet d'échanger avec toi, de se sentir valorisé et petit à petit de créer des liens avec toi en premier, mais ça lui permet de développer des liens sociaux. On va terminer avec le développement, disons plutôt intellectuel, plutôt cognitif de l'enfant. Il va passer à cet âge-là de tout ce qui est intuition à opération, vraiment. Et donc, il va commencer à utiliser une pensée logique, des situations concrètes, et il va développer aussi le symbolisme et la conceptualisation. Donc l'idée, c'est de l'encourager avec des activités qui vont nécessiter la manipulation, l'expérimentation. Ils ont besoin en fait de manipuler beaucoup pour pouvoir réussir à comprendre et à apprendre. N'oublie pas, comme je te le dis plein de fois, je te le répète, ton enfant est unique. Il se développe à son propre rythme. L'écoute, la patience et l'encouragement, ils vont être essentiels à chaque étape de son développement. Et l'idée, c'est vraiment de respecter où est-ce qu'il en est, sans jugement, sans critique, et ne pas chercher à griller des étapes. Ça ne sert à rien, c'est même contre-productif. Voilà pour les conseils pratico-pratiques pour aujourd'hui. Alors, l'épisode aura été un peu plus long que ce que j'avais prévu, parce qu'il y avait vraiment pas mal de choses. Je voulais te partager également des livres, et puis différentes ressources, des sites web, des podcasts, des choses comme ça. Ça prendrait beaucoup de temps de te les partager comme ça directement à l'oral. Donc peut-être que je vais ressortir un épisode dans la semaine comme ça sur le pouce, un petit épisode de 10-15 minutes qui soit en bonus. Sinon, je te les mettrai en plus dans les descriptions de cet épisode de façon à ce que tu puisses les retrouver. Voilà, je te souhaite en tout cas une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ensemble Impactons Demain Éducation. Bye bye.